Mon mari m'a laissé une dette envers sa maîtresse, la vengeance de notre fils l'a fait craquer. Je restais immobile dans la cuisine, les torchons toujours à la main, tandis que Caleb sortait de la chambre avec une valise noire bourrée de vêtements. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur le parquet, comme si le sol lui-même pouvait expliquer la décision qu'il était sur le point de prendre. « Où vas-tu » ai-je demandé, ma voix plus rauque et plus grave que d'habitude. Caleb s'arrêta dans le couloir, serrant la poignée de son sac si fort que ses jointures devinrent blanches. Je ne peux plus rester. Je sentais cela venir depuis des semaines, la façon dont il évitait mon regard, ses retours tardifs, le parfum inconnu qui persistait sur son col. Mais savoir est une chose, le voir réellement partir en était une autre complètement différente. Une lame froide me transperça la poitrine. Pour qui, ai-je demandé, la question tombant de mes lèvres comme un verdict. Caleb ferma les yeux. Il n'avait jamais été doué pour mentir. C'est Lana. J'ai laissé échapper un rire sec et brisé, comme s'il avait jailli de mon corps avant que je ne puisse le retenir. Lana. La stagiaire qui avait rejoint son entreprise il y a 3 mois, à peine 25 ans, des cheveux dorés comme le soleil, toujours à le suivre comme une ombre. J'avais vu la façon dont elle le regardait, comme un prix qui n'avait pas encore été réclamé. Et lui, l'homme qui avait été mon mari pendant 12 ans, choisissait de partir pour ce regard. Je m'en doutais, ai-je dit, raffermissant ma voix. Mais j'espérais quand même que tu ne tomberais pas si bas. Il se détourna comme s'il ne pouvait supporter mon regard. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine. Et cette maison, Caleb? Et le prêt que nous avons co-signé? Vas-tu simplement la quitter comme tu quittes cette famille? J'enverrai de l'argent, répondit-il, la voix lasse, comme si c'était lui qui avait été trahi. Je contribuerai chaque mois. Je suis sorti de la cuisine et me suis planté devant lui. Tu crois que quelques centaines suffisent à compenser toutes ces nuits où j'ai fait des gardes de 12 heures aux urgences, suis rentré, et fait le ménage, la cuisine, et mis notre fils au lit seul? Caleb resta silencieux. Pas de réponse, juste de la lâcheté. Alors va-t'en, ai-je murmuré, la gorge nouée. Prends toutes tes promesses vides et sors de nos vies. Il ne dit plus un mot, se tourna simplement, ouvrit la porte, sortit, et la referma si doucement que c'en était terrifiant, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Je restais figé. La maison était douloureusement silencieuse. Chaque mur, chaque placard, chaque coin, chaque tic-tac de l'horloge résonnait de souvenirs anéantis. J'y avais cru autrefois, à la nuit où nous avions signé les papiers pour cette maison, au moment où notre fils l'avait appelé papa pour la première fois, à ces étreintes lasses et muettes après de longues gardes. Tout cela, maintenant brisé en un seul après-midi. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main et me suis dirigé vers le salon. Liam, mon fils de 8 ans, était assis sur le tapis, jouant avec des cubes de construction. Il leva les yeux en me voyant, ses yeux innocents sentant instantanément que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu pleures ?» Je me suis assise à côté de lui et les serré fort dans mes bras. Ce petit corps était tout ce qu'il me restait. Je ne pouvais plus le laisser souffrir. « Ton père, il ne sera plus là, Liam, » ai-je murmuré. « Mais je suis toujours là. Je ne vais nulle part. » Liam ne dit rien. Il se serra juste plus fort contre moi, et à cet instant, je sus que je n'avais pas le temps de m'effondrer. 2 semaines après le départ de Caleb, j'ai pris ma première garde de nuit à l'hôpital Saint-Paul, dans l'est de la ville. J'avais toujours refusé les gardes de nuit auparavant pour pouvoir être à la maison avec Liam le soir, mais maintenant, toutes les options douces avaient disparu avec le dos de cet homme qui s'en allait. Liam dormait encore quand je me suis glissé hors de la maison à 20 heures. Il n'avait plus posé de questions depuis la nuit où je lui avais parlé de Caleb, mais je savais qu'il avalait sa tristesse tout entière. Les enfants font ça, ils pensent qu'ils doivent être forts pour nous. La garde dura 12 heures. Les patients allaient et venaient sans cesse. Les sonnettes d'appel retentissaient, les bruits de pas résonnaient dans les couloirs, les moniteurs cardiaques bipaient sans fin. Je travaillais comme si, en m'arrêtant ne serait-ce qu'une seconde, je m'effondrerais. Chaque injection, chaque changement de pansement était ma façon de rester intact. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi à travers une fine brume, mon corps ayant l'impression de se désagréger. Mais ce qui me mit à genoux n'était pas l'épuisement, c'était la scène devant moi, Liam, assis seul sur le canapé, serrant son vieil ours en peluche, les yeux cernés par le manque de sommeil. « Tu es resté éveillé toute la nuit ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton égal. Il hocha simplement la tête, sans me regarder.
Je ne peux pas dormir quand tu n'es pas là. Je me suis assise à côté de lui et l'ai enveloppé dans mes bras. Je n'avais même plus la force de pleurer, seulement une longue expiration qui me faisait mal jusqu'au fond de la poitrine. Les jours qui suivirent furent une boucle sans fin qui drainait chaque cellule de mon être, 2 heures de sommeil, réveil pour m'occuper de Liam, préparer un déjeuner à la hâte, faire une autre sieste, puis repartir. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais une femme avec des cernes profonds sous les yeux, des cheveux en désordre et des lèvres gercées, mais je n'avais pas d'autre choix. Si je ne travaillais pas, nous n'aurions pas d'argent pour les factures, sans parler de l'hypothèque menaçante. Liam n'était plus le garçon joyeux qu'il était. Il parlait moins, restait silencieux, et ne mentionnait jamais son père. Après l'école, il allait directement dans sa chambre, fermait la porte, et se plongeait dans les livres. Je frappais, demandais ce qu'il voulait pour le dîner, et il répondait toujours « n'importe quoi me va ». Je commençais à avoir l'impression de le perdre, et pire encore, je ne savais pas comment le ramener. Un soir, alors que je me préparais pour le travail, on frappa à la porte. C'était Madame June, notre voisine d'à accent grave côté. Je ne lui avais jamais beaucoup parlé au-delà des salutations polies, mais ce jour-là, elle se tenait sur mon seuil avec un regard doux dans les yeux et un sac de biscuits fait maison. « J'ai remarqué que vous n'êtes pas beaucoup sorti, dit-elle, sa voix profonde et chaleureuse. J'ai imaginé que les choses ne sont pas faciles en ce moment. J'ai acquiescé d'un regard. Puis la vérité m'échappa, mon mari est parti, et j'ai peur de partir moi-même ensuite. » Madame June ne dit rien. Elle posa simplement le sac sur la table, prépara du thé, et se déplaça dans ma cuisine comme si elle l'avait fait 100 fois. « Je suis passée par là où vous êtes, dit-elle doucement après un moment. Mon mari est mort quand mon garçon avait 6 ans. Chaque nuit où je partais travailler, je me demandais s'il dormait paisiblement ou s'il pleurait seul. Je la regardais, stupéfaite. Cette femme, celle qui portait toujours des cardigans soignés et s'occupait de son jardin de devant, avait autrefois été seule et épuisée comme moi. « Je ne peux pas prendre vos gardes à votre place, dit-elle doucement, en me prenant la main. Mais je peux surveiller Liam chaque nuit pendant que vous travaillez. Il a besoin de quelqu'un à la maison, et vous avez besoin de dormir toute une nuit au moins une fois. » J'ai fondu en larmes, le genre de larmes que je n'avais pas versées depuis que Caleb était parti, non par faiblesse, mais parce que quelqu'un me voyait enfin. À partir de ce jour, chaque fois que je partais travailler, Madame June venait rester avec Liam. Elle lui lisait des histoires pour s'endormir, préparait de la soupe au poulet, et laissait toujours un mot sur le réfrigérateur, « Tu as bien dormi. Maman s'est bien débrouillée. » Je ne me sentais plus complètement seul, mais je savais que la tempête n'était pas encore terminée. Ce samedi matin-là, je suis rentré après une garde inhabituellement longue. J'avais mal au dos, la tête bourdonnante par manque de sommeil. J'avais prévu de faire tranquillement du café dans la cuisine jusqu'à ce que je voie Liam assis à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert devant lui, son visage illuminé d'une manière qui me fit m'arrêter. « Debout de bonne heure, hein ?» ai-je demandé, essayant d'esquisser un sourire. Liam me regarda, ses yeux brillants d'une trace de fierté. « Maman, j'ai fait quelque chose pour t'aider. » Je me suis arrêté, mal à l'aise. « M'aider ?» Il se pencha légèrement en avant. « J'ai envoyé des trucs ou des fichiers de l'ancien ordinateur portable de papa. Tu m'as laissé emprunter son vieil ordinateur portable la dernière fois, » dit Liam, toujours calmement assis. J'ai trouvé un dossier qui n'était pas protégé par un mot de passe. Il contenait des documents, des tableurs, des factures, quelques contrats. Je me suis précipité à ses côtés, le cœur battant. « Que as-tu envoyé ? Que as-tu trouvé sur son ordinateur ? » Je me suis assise, le visage devenant froid. « À qui les as-tu envoyés ? » Liam déglutit difficilement. « À son patron et à des gens dont les adresses électroniques contenaient le mot juridique. » Tout mon corps se raidit. « Liam, pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je te voyais pleurer tout le temps. Tu as perdu du poids, tu avais l'air fatigué, tu as arrêté de manger. Et papa ? » Il s'éclatait avec cette femme. Je voulais juste qu'il réalise à quel point il avait détruit notre famille. Je pensais que s'il perdait son travail, il comprendrait et reviendrait. J'ai fermé les yeux. Ma poitrine me faisait mal comme si quelqu'un l'avait remplie de pierres. « Mon cœur, ce que tu as fait pourrait avoir bien empiré les choses, » ai-je dit, forçant ma voix à rester calme bien que je paniquais intérieurement. « Ton père pourrait tout perdre, et toi tu pourrais aussi avoir des ennuis. » Liam baissa la tête.
Je voulais juste que tu ailles bien. Je déteste t'entendre pleurer dans la salle de bain. J'ai doucement serré son épaule. Je sais, mais il y a d'autres façons de se protéger mutuellement, pas par la destruction. Je me suis levé, mes pensées tourbillonnant. Qu'avait fait Caleb avec ses fichiers? Si quelque chose de louche était exposé et maintenant divulgué, cela pourrait le ruiner. Et honnêtement, je ne savais pas si je voulais le voir complètement détruit, même après tout ce qu'il avait fait. D'où les as-tu envoyés, ai-je demandé. Gmail. J'ai utilisé mon vrai nom. Je ne pensais pas que c'était dangereux. J'ai dégluti difficilement. Et maintenant? Appeler Caleb? Le prévenir? Prendre un avocat? Mais je n'ai rien fait. J'ai juste regardé Liam, mon enfant de 8 ans, et j'ai senti mon cœur à la fois se briser et se serrer. Il ne comprenait pas pleinement les conséquences, mais il avait agi par amour. Cela faisait plus mal que tout. Cet après-midi-là, j'ai préparé une tasse de chocolat chaud et l'ai apporté dans la chambre de Liam. Il était assis là, lisant des bandes dessinées, le visage sombre. Je me suis assise sur le bord de son lit. Tu sais, parfois les adultes font aussi des erreurs. Ton père en a fait une, mais cela ne veut pas dire que nous devons le punir. Mais il est parti, dit Liam, les yeux rouges. Il n'avait pas besoin de toi. Il n'avait pas besoin de moi. J'ai caressé ses cheveux, l'estomac noué. Peut-être que c'est vrai, mais nous ne pouvons pas laisser les choix de quelqu'un d'autre nous transformer en des personnes que nous ne sommes pas. Tu comprends? Il ne répondit pas, hocha juste la tête d'un petit air solennel. Cette nuit-là, juste au moment où j'allais me coucher, mon téléphone sonna, numéro inconnu. J'ai répondu. À l'autre bout du fil, une voix masculine, rauque et tremblante. Abigail? C'est moi. C'est Caleb. J'ai agrippé le téléphone, le cœur piqué. Je sais, murmura-t-il. Ils m'ont viré. Ils ont dit que quelqu'un avait divulgué des données internes. Il y a une enquête. Tout s'écroule. Je n'ai rien dit. Je ne sais plus quoi faire, continua Caleb, la voix brisée. J'ai perdu mon travail, et elle est partie. Lana a disparu dès que je lui ai dit que je n'avais plus de salaire. J'ai soupiré, non par pitié, mais par épuisement de cette boucle sans fin et misérable. Pourquoi m'appelles-tu, Caleb, ai-je demandé, pas froidement, mais certainement pas chaleureusement. Je ne sais pas, dit-il. C'est juste que, il ne me reste plus personne. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait derrière une rangée de maisons. Liam était dans sa chambre, le doux cliquetis des Legos flottant dans le couloir. Je n'ai pas répondu. Tout ce à quoi je pouvais penser était ceci, je ne peux pas laisser l'amertume d'un adulte façonner l'enfance de mon enfant. 2 jours plus tard, je faisais la queue à la pharmacie quand j'ai reçu un courriel du service juridique de l'entreprise de Caleb, une confirmation officielle qu'il avait été licencié pour violations éthiques et interférences non autorisées avec des données internes. Le langage était froid, tranchant comme une lame. Je pensais être mentalement préparé, mais quand j'ai lu la ligne concernant la transmission de l'affaire à un audit externe, mes mains se sont mises à trembler. Je me suis précipité chez moi et j'ai appelé Liam sur le canapé. Il savait que quelque chose n'allait pas, ce petit visage s'efforçait tant de rester calme, comme un adulte. Liam, tu dois tout me dire ce que tu as envoyé, chaque fichier, chaque courriel, chaque destinataire. Il se mordit la lèvre et sortit un petit carnet que je ne savais même pas qu'il avait caché sous son oreiller. J'ai tout noté. Je ne voulais pas oublier. J'ai feuilleté les pages. Il y avait des adresses électroniques, des horodatages, des objets de courriel. Une partie de moi était étranglée par la méticulosité de mon fils, une autre partie sentit un frisson me parcourir l'échine. Ce que Liam avait envoyé, même sans le comprendre pleinement, pouvait détruire la carrière de Caleb et peut-être même sa liberté. Cette nuit-là, Caleb appela de nouveau, la voix rauque, presque dépouillée de sa confiance habituelle. « Abigail, s'il te plaît, aide-moi. » J'étais assise dans ma voiture, garée derrière l'hôpital, les 2 mains agrippant le volant. « T'aider avec quoi, Caleb, ai-je demandé. T'aider à effacer les conséquences de ta trahison ou t'aider à esquiver le système judiciaire? Il resta silencieux un moment, puis par là, la voix se brisant, je ne sais plus qui m'écoute. Lana est partie. Mes amis m'évitent. Ma famille dit que je leur ai fait honte. J'ai juste pensé à toi et à Liam. J'ai ri à voix haute.
Maintenant tu te souviens de Liam? Où étais-tu quand il regardait sa mère s'effondrer chaque jour? Quand il serrait son ours en peluche la nuit parce que son père n'était pas là pour lui lire une histoire? Dans quel hôtel étais-tu avec ta précieuse petite stagiaire? Je sais que j'ai tout gâché, murmura Caleb. Je veux juste une chance de réparer. J'ai pris une profonde inspiration. Non. Tu n'as pas besoin d'une seconde chance de ma part. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à vivre avec ce que tu as fait. Mais si ça va au tribunal? Je l'ai interrompu, ma voix calme et tranchante. Tu peux engager un avocat. Blâme la faible sécurité des données si tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que je te défende. Je dois protéger mon enfant. J'ai raccroché, le cœur battant. Je ne me sentais pas vengé, je ne me sentais pas victorieuse au juste épuisé. En ce moment, j'avais besoin de rentrer chez moi, de m'asseoir à côté de Liam, et de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Liam, je l'ai appelé sur la véranda arrière après le dîner. Le coucher de soleil jetait une douce lueur orange sur l'herbe comme du velours. Il s'assit à côté de moi, les yeux tristes mais calmes. Ton père a perdu son travail, commençai-je lentement, et il pourrait y avoir d'autres conséquences à venir. Il expira par le nez. Je sais. Il m'a envoyé un texto hier. J'ai été surprise. Qu'a-t-il dit? Que j'avais ruiné sa carrière. Que si je l'aimais vraiment, je ne l'aurais pas fait. J'ai pris sa main, senti les frissons s'infiltrer dans ma peau. Tu n'as rien ruiné. Tu es juste un enfant qui essaie de protéger sa mère de la seule façon que tu connaissais. Mais tu dois comprendre, chaque action a des conséquences, et parfois ces conséquences affectent plus que celui qui a mal agi. Les yeux de Liam se remplirent de larmes. Je ne voulais pas qu'il aille en prison. Je voulais juste qu'il voie à quel point il t'avait blessé. J'ai serré sa petite main fort. Je sais. Mais le plus important maintenant, c'est que tu ne portes pas ce poids. Ce n'est pas ta faute quand les adultes prennent de mauvaises décisions. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps, écoutant le chant des grillons tandis que la nuit engloutissait lentement le ciel. Je ne savais pas ce qui arriverait à Caleb, mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas laisser mon fils grandir accablé par une culpabilité qui n'était pas la sienne. J'ai commencé à prendre des consultations supplémentaires après mes gardes régulières, principalement grâce aux recommandations d'un médecin à la retraite nommé Dr Chandler, qui m'avait autrefois enseigné dans un programme de format Von d'infirmière communautaire des années auparavant. Il gardait encore contact avec quelques patients âgés autour de Tacoma, des gens qui ne pouvaient pas se déplacer loin et avaient souvent besoin de soins à domicile. Chaque nuit, je portais mon vieux sac en toile grise. À l'intérieur se trouvait un stéthoscope, un thermomètre, de la gaz, des seringues, et quelques médicaments de base. Je parcourais les vieux quartiers de l'ouest de la ville, où il n'y avait pas de clinique privée et où l'hôpital le plus proche était à 20 minutes de route. Au début, je le faisais seulement pour gagner un peu d'argent supplémentaire pour des produits frais et pour couvrir les factures de chauffage en hiver, mais avec le temps, ces coups frappés aux portes sont devenus ceux qui me maintenaient debout. Chaque femme âgée qui souriait en ouvrant sa porte, chaque doux « merci, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », insufflait de la vie dans mes poumons fatigués. Puis un après-midi, Madame June est passée avec une tasse de thé à la menthe et un prospectus imprimé. Abigail, je viens d'entendre qu'une ancienne laverie automatique sur Maple Street est à louer. Ce n'est pas grand, mais il y a de larges fenêtres, et la plomberie est en bon état. Si vous êtes sérieuse au sujet d'ouvrir votre propre clinique, cela pourrait être votre début. J'ai tenu le prospectus et regardé les estimations de loyer et de charges griffonnées. Mon cœur ralentit. Même si ce n'était pas beaucoup, avec nos finances, cela semblait encore un grand saut. Ce soir-là, je l'ai dit à Liam. Il posa sa main sur la table, sérieux comme un adulte. Si tu y crois, alors tu devrais le faire. J'aiderai à nettoyer. Je sais déjà comment gratter la vieille peinture. J'ai ri, non pas parce qu'il plaisantait, mais parce qu'il y avait une étincelle dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis un moment. Le lendemain, je suis allé voir l'espace. Les fenêtres étaient poussiéreuses, le carrelage fissuré par endroits, mais la lumière du soleil matinal se déversait à travers les vitres et baignait les murs blancs d'une lueur paisible. J'ai signé le bail. Dans les semaines qui suivirent, Liam et moi avons passé chaque moment libre à nettoyer, gratter la peinture, repeindre les murs, installer des crochets à outils. J'ai regardé des tutoriels en ligne pour installer un nouvel évier et j'ai remplacé les vieilles ampoules fluorescentes par des LED.
Mon ancienne collègue Trish a fait don d'une armoire à pharmacie peinte en blanc, et le docteur Chandler a apporté une solide vieille table d'examen. Cette pièce de 83 mètres carrés est devenue ma deuxième maison. Je n'avais pas de grande enseigne, de réceptionniste, ou de système de réservation automatisé, mais j'avais des mains habiles, des oreilles attentives, et un cœur qui avait été suffisamment brisé pour reconnaître la douleur sans jugement. Mon premier patient fut un petit garçon avec une otite. Sa mère, une mère célibataire qui venait de perdre son emploi et n'avait pas droit à l'assurance, l'amena. Je l'ai soigné gratuitement et lui ai montré comment faire chauffer de l'ail dans de l'huile pour apaiser son oreille en attendant de pouvoir acheter des médicaments. Le bouche à oreille se répandit plus vite que je ne l'attendais. Une semaine plus tard, une femme âgée de la maison du coin s'arrêta pour des douleurs articulaires. Puis un ouvrier du bâtiment avec une brûlure mineure vint pour des pansements et de la pommade. J'ai commencé à enregistrer des notes médicales dans un carnet et j'ai scotché une petite pancarte à l'entrée, soins communautaires, payez ce que vous pouvez. Je n'étais pas plus riche, mais je me sentais plus épanoui. Un jour, alors que je réorganisais l'étagère à médicaments, Liam entra en tenant une vieille boîte en carton. J'ai trouvé ça dans le garage. Peut-être qu'on peut en faire une petite trousse de premier secours pour le bureau d'accueil. Je l'ai serré dans mes bras, aucun mot n'était nécessaire. Nous reconstruisions une vie ensemble à partir de modestes morceaux, mais avec des mains solides. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches de la clinique, regardant le lampadaire se refléter sur la vitre. Derrière moi se trouvait l'armoire à pharmacie, la table d'examen, et la serviette que Liam avait accrochée dans le coin. Une chose était certaine, je ne vivais plus dans l'ombre de personne. J'éclairais un chemin pour moi-même et pour les autres. En juin, après presque un an à vivre sur des économies prudentes, j'ai réussi à envoyer Liam dans une colonie de vacances de 10 jours au lac Arrowhead, entouré de montagnes, de forêts, et d'air frais dont je savais qu'il avait désespérément besoin. Je comprenais qu'il portait encore des blessures profondes en lui, et parfois un enfant a besoin de distance par rapport à la mémoire pour apprendre à respirer librement à nouveau. Le matin où je l'ai déposé, je me tenais au bord de la route, agitant la main. La lumière du soleil scintillait à travers les vitres du bus et illuminait ses yeux alors qu'il se tournait pour me regarder. Il ne dit rien, mais dans son regard, je vis une paix tranquille qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je suis retourné à la clinique. Elle avait le même aspect, simple, complète, calme et chaleureuse. Ce jour-là, j'ai remplacé les fleurs dans le vase en verre sur le bureau et j'ai organisé mes dossiers de patients. Pas de bruit de Lego, pas de petite voix lisant à haute voix depuis le coin. Un vide que je ressentais encore, mais que je ne craignais plus. Les finances avaient commencé à se stabiliser. Je ne tressaillais plus chaque fois qu'une facture d'électricité arrivait. Les anciens patients recommandaient leurs voisins, et de là, le mot se répandit aux familles avec des membres âgés nécessitant des soins de longue durée. Une propriétaire de boulangerie voisine m'envoyait des bons d'achat chaque fois que j'aidais sa mère à se rétablir après un accident vasculaire cérébral. La vie n'était pas luxueuse, mais elle avait un sens. Un dimanche après-midi, je réapprovisionnais le tiroir à médicaments quand on frappa à la porte. J'ai ouvert. Le docteur Chandler se tenait là, tenant une boîte en bois usé. « De la place pour ça ?» demanda-t-il, les yeux pétillants de sa chaleur familière. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un vieux stéthoscope en laiton à côté d'une photo en noir et blanc de lui se tenant devant sa clinique il y a 30 ans. « C'était le premier stéthoscope que j'ai jamais utilisé, dit-il, la voix douce. Je pense qu'il appartient à quelqu'un qui comprend que la guérison est plus que de simples médicaments. » J'ai serré la boîte, incapable de parler. À cet instant, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, chaque bataille silencieuse en valait la peine. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de la colonie de vacances. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle, juste le moniteur de Liam qui voulait partager qu'il avait aidé son camarade de cabine après une blessure en randonnée et avait même montré aux autres comment panser la plaie. Il est très mature, dit l'enseignant. Semble comprendre comment et quand prendre soin mieux que la plupart des enfants. Je restais immobile, quelque chose d'emmêlé en moi se dénouant doucement. Quand Liam est rentré à la maison, je l'attendais au portail. Il a couru directement dans mes bras, son étreinte si forte que je n'ai pu retenir mes larmes. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions traversé la tempête et que nous ne nous étions pas perdus. « Tu sais quoi, maman ?» dit Liam pendant le dîner ce soir-là. « Tout le monde à la colonie pensait que tu étais médecin. Je leur ai dit que tu n'avais pas une grande clinique, mais que tu es meilleur que la plupart parce que tu écoutes vraiment les gens. » J'ai ri, remuant mon thé. Je ne suis qu'une infirmière, mon cœur.
Mais pour moi, dit Liam fermement, tu es une guérisseuse. Il ne restait plus de place en moi pour le regret, seulement de la gratitude, reconnaissante envers Madame June, qui était restée avec mon fils pendant les nuits sans électricité, reconnaissante envers le docteur Chandler, qui avait cru en une ancienne élève qui avait trébuché, et reconnaissante envers moi-même, pour la femme qui pensait autrefois qu'elle ne pouvait pas continuer mais qui a quand même avancé, pas à pas, tranquillement, sans fanfare, seulement avec résolution. À la fin de cet été, j'ai accroché une petite enseigne sur la fenêtre avant, clinique d'Abigail. Je n'avais besoin de rien de plus. Un après-midi d'automne vif, après le travail, j'ai emmené Liam se promener autour du parc Lakeview, un endroit que nous visitions souvent pendant les vacances ou les jours tranquilles. Les feuilles étaient devenues dorées et recouvraient le chemin de pierre. L'air portait un léger frisson, juste assez pour que nous nous blottissions l'un contre l'autre dans la longue écharpe en laine que je venais de tricoter. Nous marchions côte à côte, partageant des histoires de notre journée. Liam me raconta qu'un camarade de classe avait appris un tour de passe-passe avec une pièce de monnaie. J'ai souri, me suis penché pour écouter, puis je me suis arrêté net. Sur un banc éloigné, sous des branches nues, était assis un homme seul, le corps voûté, les mains mollement posées sur ses genoux, ses yeux vides fixant la surface immobile du lac. Le vent balayait ses cheveux clairsemés, révélant des mèches grisonnantes et un visage creusé, méconnaissable. Caleb. Je l'ai reconnu instantanément, non pas par son apparence, mais par l'effondrement gravé dans chaque mouvement lent. Les yeux qui brillaient autrefois de suffisance étaient maintenant vides. Ses vêtements étaient froissés, ses chaussures usées. L'homme qui s'était autrefois éloigné de moi et de notre fils avec la confiance de commencer une nouvelle vie était maintenant assis là comme une ombre tombée du monde. Liam le vit aussi. Il s'arrêta, une lueur d'émotion dans son regard. Caleb leva les yeux au bruit des pas, et nos regards se croisèrent. Aucune défiance, pas même une excuse, juste un regard faible et flou, comme s'il n'était pas sûr de mériter d'être reconnu. J'ai tenu la main de Liam. Sa main était plus grande et plus chaude maintenant, mais la sensation me ramenait toujours à la terre d'une manière étrangement paisible. Caleb ne se leva pas. Il ne prononça pas mon nom, il regarda juste, comme quelqu'un derrière une vitre regardant la vie qu'il avait perdue de son propre fait. J'ai fait un petit signe de tête, ni une salutation, ni un jugement, juste un geste silencieux pour un étranger qui avait autrefois traversé ma vie et laissé derrière lui un contre-coup. Puis je me suis tourné vers Liam. « Tu veux t'arrêter au glacier du coin ?» Il haussa légèrement les épaules, et nous continuâmes à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais plus besoin d'explications, parce que j'étais allé assez loin pour comprendre que le pardon ne signifie pas l'acceptation. Le pardon signifie ne plus donner à quelqu'un le pouvoir de vous ramener là où vous vous êtes autrefois brisé. Caleb faisait partie de mon histoire, mais il est parti, et j'ai avancé. Ma petite salle de guérison brille encore chaque soir. Les gens frappent encore pour des égratignures ou parfois juste pour un conseil quand ils sont fatigués. Je ne suis pas médecin, ni thérapeute, mais je suis quelqu'un qui écoute avec tout ce que j'ai vécu et surmonté. Cette nuit-là, alors que Liam et moi étions assis sur les marches de la clinique à manger de la glace, il leva les yeux et demanda « Es-tu toujours en colère contre papa ?» J'ai marqué une pause un instant et j'ai dit « Non, je ne suis pas en colère. » Je n'ai pas oublié non plus, mais je ne veux plus m'accrocher à quoi que ce soit qui me fasse du mal. Il baissa légèrement le regard, comme s'il comprenait ce que son moi de 8 ans ne pouvait pas tout à fait mettre en mots. Il appuya sa tête sur mon épaule. Rien d'autre n'avait besoin d'être dit. La brise portait l'odeur de cannelle du café d'en bas de la rue. Les lampadaires jaunes jetaient de douces lueurs sur le trottoir. J'ai regardé les gens passer et j'ai ressenti une étrange et légère aisance en moi. Je n'étais plus la femme laissée pour compte, j'étais celle qui avait choisi d'avancer. Mon histoire n'a pas commencé dans la force, elle a commencé en morceaux. Mais la trahison et la douleur m'ont appris à me relever non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même et mon fils. Je ne cherchais pas la vengeance, et je ne vivais pas pour le regret de quiconque. Je vivais pour guérir les autres et moi-même. Dans la vraie vie, la chose la plus précieuse n'est pas une famille parfaite, c'est le courage de s'éloigner de ce qui vous brise et de recommencer avec ce qui reste. Que pensez-vous du parcours d'Abigail et de son choix face au passé ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires significatives sur la vie.